Do I feel lucky? Well, do you, punk? En 1971, une question résonne dans les salles obscures avec la force d'une détonation. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Elle ne s'est jamais tue depuis. Derrière le regard d'acier de Clint Eastwood et les rues brumeuses de San Francisco se cache un trésor de secrets que même les plus grands fans n'ont jamais entendu. 21 faits troublants sur l'inspecteur Harry, des catastrophes de casting aux menaces de mort, d'un tueur en série bien réel à des symboles cachés que vous avez complètement manqués. Abonnez-vous à Léo Cinérocaps, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce qui vous donne encore des frissons. Et restez jusqu'au bout, parce que le fait bonus final va vous souffler aussi sûrement qu'un 44 Magnum. Le film ne s'est pas toujours appelé l'inspecteur Harry. À l'origine, le titre était Dead Right. Le scénario, signé par le duo Harry, Julian Fink et son épouse Rita, se déroulait non pas à San Francisco, mais à New York. Le héros était un détective vieillissant, approchant la soixantaine, et le dénouement ne le montrait même pas abattre le tueur. C'était un tireur d'élite de la police qui s'en chargeait. Une autre version déplaçait l'action à Seattle. Le script traversa 4 remaniements majeurs, dont l'un se terminait par Harry pointant son propre arme sur sa tempe lors du braquage de banque, tirant, riant et s'en allant. Eastwood et Siegel jugèrent cela trop extrême. Il fallut des années de développement chaotique avant que le thriller de San Francisco que nous connaissons émerge enfin de ce marasme créatif. Et ce n'est pas Clint Eastwood qui devait l'incarner. Le premier choix du studio pour jouer Harry Callahan était Frank Sinatra. À 55 ans, All Blue Eyes correspondait parfaitement au profil originel du personnage. Un détective usé, taillé par les années. Mais le destin en décida autrement. Sinatra s'était blessé la main des années auparavant pendant le tournage du Candidat Manchou, et il lui était impossible de manier confortablement le massif Smith et Wesson Model 29. De plus, son père venait de mourir, et il souhaitait s'orienter vers des projets plus légers. Une blessure en apparence anodine allait changer l'histoire du cinéma. Quand cette porte se referma pour Sinatra, elle s'ouvrit sur le rôle le plus iconique de la carrière d'Eastwood. Sinatra était loin d'être le seul à avoir refusé. John Wayne s'était battu pour décrocher le rôle, mais le studio l'estima trop âgé pour les exigences physiques du personnage. Burt Lancaster le déclina pour des raisons politiques, estimant que le film défendait des valeurs de droite. Paul Newman fit de même. Mais avant de partir, Newman glissa au producteur un conseil décisif. Prenez Clint Eastwood. Robert Mitchum déclara publiquement qu'il ne ferait pas ce film pour aucune somme au monde. Steve McQueen refusa de tourner un autre film de flic après Bullitt. George C. Scott invoqua Scott. La violence excessive du script. Parfois, le casting parfait n'émerge que par accumulation de refus. Le rôle du tueur Scorpio faillit lui aussi prendre un tournant radicalement inattendu. Don Siegel voulait Audie Murphy, le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, icône nationale des westerns hollywoodiens. L'idée était délicieusement subversive. Un héros de guerre nationale incarnant un tueur psychopathe. Le contraste entre l'image héroïque de Murphy et la noirceur de Scorpio aurait produit quelque chose d'inoubliable. Mais Murphy périt dans un accident d'avion le 28 mai 1971 avant d'avoir rendu sa décision définitive. Le rôle est dû alors à un acteur de théâtre inconnu du grand public, Andrew Robinson. Un visage que Siegel décrivit comme celui d'un enfant de cœur. Ce que ce visage angélique allait produire à l'écran fut proprement terrifiant. La performance de Robinson était si convaincante, si dérangeante, qu'elle faillit anéantir sa carrière avant même qu'elle ne commence. Après la sortie du film, il reçut de véritables menaces de mort et dut faire supprimer son numéro de téléphone. Les producteurs hésitaient à lui confier des rôles sympathiques. Le public ne parvenait plus à dissocier l'acteur du monstre. L'ironie est saisissante. Dans la réalité, Robinson est un pacifiste qui abhorre les armes à feu. Au début du tournage, il tressaillait si violemment chaque fois qu'il tirait que Siegel dut interrompre la production et l'envoyer suivre une formation intensive au maniement des armes.
Robinson avait construit pour Scorpio une psychologie entière, imaginant un vétéran du Vietnam traumatisé. Cet enfant de cœur devint l'un des tueurs les plus glaçants de l'histoire du cinéma. Regardez attentivement Scorpio tout au long du film. Il porte une boucle de ceinture en forme de symbole de la paix. Ce n'est pas un hasard de costume, c'est une déclaration calculée de Siegel, qu'il expliqua lui-même. Peu importe à quel point un être est vicieux, quand il se regarde dans un miroir, il reste aveugle à ce qu'il est vraiment. Ce symbole de paix tordu devint une métaphore visuelle de l'absence totale de conscience du personnage. Un tueur dément qui se voyait probablement sous un tout autre jour. Combiné à son allure hippie négligée, le détail suggérait que le mal pouvait se tapir derrière n'importe quelle idéologie. C'est le genre de subtilité qui récompense les spectateurs attentifs, même des décennies plus tard. Certaines des meilleures lignes du film ne figuraient pas dans le script. Quand Harry accule Scorpio au pied de la croix du mont Davidson et sort son revolver, la réaction de Robinson, « My, that's a big one », fut totalement improvisée sur le moment. Le sous-entendu était si inattendu et si parfaitement livré que toute l'équipe s'effondra de rire, littéralement par terre. Il fallut tout retourner. Mais Siegel adorait tellement cette réplique qu'il insista pour la conserver dans la version finale. Elle instilla une touche d'humour noir et déstabilisant qui rendait Scorpio encore plus inquiétant. Les meilleurs moments du cinéma sont souvent ceux que personne n'avait prévus. Ce que presque personne ne sait, c'est qu'Eastwood réalisa une grande partie du film sans que son nom figure au générique. Lors du tournage de la scène du candidat au suicide sur Polk Street, Siegel tomba malade et fut incapable de travailler. Plutôt que d'interrompre la production, Eastwood prit les rênes et dirigea l'intégralité de la séquence lui-même. 6 nuits avaient été allouées pour la filmer. Il en eut besoin d'une seule. La scène le plaçait dans la nacelle d'un camion de pompiers avec une équipe réduite, ce qui facilitait logistiquement sa prise de contrôle. Sa première mise en scène officielle, Breezy, sortit quelques semaines avant l'inspecteur Harry. Mais c'est ici, dans l'ombre, que sa carrière de réalisateur légendaire commença vraiment. La fameuse réplique sur le 44 Magnum, l'arme de poing la plus puissante du monde, était grande au cinéma. Elle l'était un peu moins techniquement. Dès 1971, la cartouche 454 casules existait et délivrait environ 2 fois l'énergie du 44 Magnum. Mais les revolvers conçus pour cette munition n'entreraient en production commerciale qu'en 1983. Harry avait donc raison pour son époque en ce qui concerne les armes disponibles dans le commerce. Le scénariste John Milius, passionné d'armes à feu, connaissait la nuance technique, mais il savait aussi que cette réplique sonnait d'une façon absolument imbattable à l'écran. Et cette réplique sauva littéralement une entreprise. Avant la sortie du film, le Smith & Wesson Model 29 était un échec commercial. Malgré l'enthousiasme des connaisseurs, les ventes stagnaient depuis des années. La société n'en produisait plus que de petites de série. Puis, décembre 1971 arriva. Eastwood prononça son monologue. Du jour au lendemain, la demande explosa au point que Smith & Wesson ne parvint plus à honorer ses commandes pendant des années. Les armuriers voyaient des files d'attente se former à chaque nouvelle livraison. La légende veut que chaque diffusion télévisée du film se traduisait par un pic de vente le lendemain matin. Un seul discours de cinéma sauva une ligne de produits entière. La célébrissime scène du braquage de banque, là où Harry dégaine entre 2 bouchées de hot dog, ne fut pas tournée à San Francisco. Presque tout le film l'est, à une exception près. Les cascades automobiles, les explosions et les fusillades étaient bien plus simples et sûrs à organiser sur un plateau contrôlé qu'en bloquant de vraies rues. Les façades de San Francisco furent reconstituées en studio, avec de faux rails de tramway et des vitrines d'époque. Mais Eastwood y glissa un clin d'œil pour les spectateurs les plus attentifs, visibles à l'arrière-plan, si l'on sait où regarder. Dans cette même scène, un marquise de cinéma aperçu en arrière-plan affiche le titre « Play Misty for Me ». La première réalisation d'Eastwood, alors en salle, au moment précis du tournage. Dans le monde fictif du film, Clint Eastwood
existe donc en tant que star de cinéma, avec ses propres films à l'affiche en ville. C'est une plaisanterie intérieure, délicieusement méta, incluse à la demande d'Eastwood lui-même, que l'immense majorité des spectateurs n'ont jamais remarqué. Elle se cache en pleine lumière, depuis plus de 50 ans. La production bénéficia d'un accès remarquable au vrai lieu de San Francisco. Les scènes dans le bureau du maire furent tournées dans le vrai bureau du maire, à l'hôtel de ville, pendant un week-end du Memorial Day, où le bâtiment était entièrement vide. La piscine sur le toit en ouverture du film appartenait au Holiday Inn de Chinatown. Les becos sont Sinsast. Intérieurs du commissariat furent filmés dans les bureaux de PG&E. Le Candlestick Park, où Harry affronte Scorpio dans la séquence glaçante du terrain de football, fut choisi après qu'Eastwood et Seagull y assistèrent à un match des 49R. En contemplant le stade vide la nuit, Seagull comprit immédiatement que cette arène fantomatique était le décor parfait pour l'une des confrontations les plus tendues du cinéma. Eastwood ne se contentait pas d'être devant la caméra. La scène où Harry saute d'un pont ferroviaire sur le toit d'un bus scolaire en marche n'a pas été réalisée par un cascadeur. C'est bien Eastwood lui-même qui effectue ce saut, son visage parfaitement visible tout au long de la prise. L'acteur de 41 ans insista pour l'exécuter malgré les protestations de l'équipe d'assurance. Pas de filet de sécurité en dessous, pas d'effet numérique ajouté après coup. Rien qu'un acteur engagé jusqu'à l'os, risquant de vraies blessures pour une seule. Image. Ce genre de cinéma pratique et brut n'existe plus à l'ère du numérique. Scorpio n'était pas une invention. Le personnage s'inspirait directement du Zodiac Killer, ce tueur en série non identifié qui terrorisa la région de San Francisco à la fin des années 1960 et ne fut jamais appréhendé. Comme Scorpio, le vrai Zodiac envoyait des lettres narguant la police et les médias, accompagnés de codes cryptiques et de menaces terrifiantes. Dans l'un de ces messages, il menaçait de détourner un bus scolaire rempli d'enfants. Menace qui devint la séquence culminante du film. Les spectateurs de San Francisco qui découvraient l'inspecteur Harry en 1971 ne regardaient pas simplement un méchant fictif. Ils revivaient la terreur d'un monstre bien réel qui avait hanté leur ville et resté libre. Harry Callahan lui-même avait une source réelle. Le personnage s'inspirait librement de Dave Toschi, le légendaire inspecteur en charge de la vraie enquête sur le Zodiac, célèbre dans tout San Francisco pour son acharnement au travail et son style distinctif. Toschi était connu pour son éthique de travail implacable, sa frustration croissante face aux obstacles bureaucratiques qui entravaient ses investigations et une affaire qui semblait impossible à résoudre malgré des années d'efforts. Les scénaristes étudièrent attentivement sa méthode et sa personnalité pour construire le personnage. Des années plus tard, Mark Ruffalo incarnerait Toschi dans le film Zodiac de David Fincher. Le lien entre la fiction de l'inspecteur Harry et la réalité terrifiante de San Francisco est bien plus profond que la plupart des spectateurs ne l'ont jamais soupçonné. Avant de signer des chefs-d'œuvre contemplatifs comme Badlands ou Les Moissons du ciel, un jeune Terrence Malick s'était attaqué au script de l'inspecteur Harry. Sa version transformait radicalement le personnage de Scorpio en vigilante, s'en prenant spécifiquement aux criminels riches, Scotia, ayant échappé à la justice grâce à leurs avocats. Seagull lut le projet et le détesta, estimant qu'il ratait complètement la cible. Mais Eastwood nota l'idée et la garda précieusement en réserve. Des années plus tard, ce concept rejeté forma la base créative du premier sequel, Magnum Force, explorant l'idée troublante de policiers faisant justice eux-mêmes. Les scripts refusés peuvent trouver une vie insoupçonnée. L'image finale du film, Harry jetant son badge de police dans l'eau après avoir tué Scorpio, faillit ne jamais exister. Eastwood était profondément mal à l'aise avec cette scène, craignant que le public ne pense que Harry quittait définitivement la police. Seagull défendit avec passion sa lecture. Ce geste représentait la frustration profonde d'un homme face à un système qui protégeait les tueurs grâce aux failles juridiques. Un compromis fut trouvé. Harry commencerait à lancer le badge, hésiterait, puis le remettrait dans sa poche. Mais le jour du tournage, Eastwood changea d'avis et s'engagea totalement dans le dénouement original.
Ce moment devint un hommage délibéré au western Le Train sifflera 3 fois, où Gary Cooper jetait de même son badge avec dégoût. La musique du film était en avance sur son temps de plusieurs décennies. Lalo Schifrin, fort de son travail légendaire sur Mission Impossible et Bullitt, forgea une bande originale qui fusionnait musique classique, jazz, rock psychédélique et voix de soprano planante. Ce que les critiques musicaux appelleraient de l'acid jazz, 25 ans avant que ce genre n'existe officiellement. La voix fantomatique accompagnant les scènes de Scorpio donne encore des frissons aujourd'hui. Incroyablement, la partition complète ne fut pas éditée en album avant 2004, plus de 30 ans après la sortie du film. Durant 3 décennies, le chef-d'œuvre de Schifrin ne circula qu'en fragments épars sur des compilations obscures, en faisant l'un des soundtracks les plus recherchés par les collectionneurs sérieux. Quand l'inspecteur Harry sortit en décembre 1971, il déclencha une tempête de controverses qui dura des années. La critique influente Pauline Kael du New Yorker le qualifia de film profondément immoral et l'accusa de véhiculer des valeurs fascistes. Des militantes féministes manifestèrent devant les salles avec des banderoles. Le débat sur la brutalité policière et la justice fit rage. Siegel resta imperturbable et révéla quelque chose de fascinant. Lui-même était libéral et penchait à gauche, Eastwood, conservateur et à droite. Et à aucun moment du tournage, il n'avait reparlé de politique. Ce débat sur la signification profonde du film n'est toujours pas tranché aujourd'hui. Et maintenant, le fait bonus. Celui qui referme tout d'une façon que vous n'aurez pas vu venir. Vous souvenez-vous de la scène perturbante dans le bus scolaire détourné où Scorpio gifle violemment un enfant? Terrorisé, la main que vous voyez frapper ce jeune acteur n'appartient pas à Andrew Robinson. Elle appartient au réalisateur Don Siegel lui-même, qui s'avança personnellement devant la caméra pour administrer la gifle. Mais voici ce qui rend la scène encore plus surréaliste et dérangeante. L'enfant frappé était le propre beau-fils d'Andrew Robinson dans la vraie vie. Steve Zack, qui tenait un petit rôle dans le film. Une affaire de famille dans ce qu'elle avait de plus inconfortable, créant l'un des moments les plus véritablement troublants du film à travers une collaboration que personne dans la salle n'aurait pu deviner. L'inspecteur Harry ne refit pas que le cinéma d'action, il redéfinit ce que pouvait être un héros de film. Imparfait, rageur, évoluant dans des zones morales grises qui poussaient le public à questionner l'essence même de la justice. En 2012, la Bibliothèque du Congrès sélectionna l'inspecteur Harry pour être préservé au Registre national du film. Pas mal pour un film, qui devait initialement mettre en vedette Frank Sinatra. Si cette plongée dans les coulisses d'un monument du cinéma vous a captivé, rejoignez la communauté Léo Ciné Recaps dès maintenant. Abonnez-vous. Activez les notifications pour ne rater aucune prochaine exploration. Likez pour faire découvrir ces histoires à d'autres passionnés. Et dites-nous en commentaire votre moment préféré de l'inspecteur Harry et quel classique vous voulez qu'on dissèque ensuite. On vous attend